cesse de poser des questions et avec Dr Lasser, nous venons de les découvrir et de découvrir que les questions sont extrêmement profondes et pertinentes. Un grand merci. Il est difficile de toutes les grouper, donc je voulais juste commencer par vous dire tout d'abord une petite précision pour ceux que ça intéresse. Certains aiment beaucoup Jacques Attali et se demandaient comment rester au contact de tout ce qu'il écrit, parce qu'il écrit énormément. Je vous disais tout à l'heure, il est vraiment prolixe. Donc une amie dans la salle rappelait que Jacques Attali écrit toutes les semaines dans l'Express. Donc si c'est un bon moyen, peut-être à travers ses articles, de rester au contact de sa pensée foisonnante. Un autre ami ou une autre amie a précisé que Edgar Morin, en fait, a une pensée bien plus globale et il a été aussi dans l'action bien plus engagé dans beaucoup de domaines et notamment dans la relation entre croyance et connaissance que ce qui a été dit auparavant. Effectivement, bien entendu, d'une manière très synthétique, il est difficile de dire tout ce que ces auteurs ont pu faire, écrire et faire avancer la pensée. Donc merci à vous tous de vos précisions que j'espère vous n'hésiterez pas de faire oralement. Alors parmi les questions, il y a peut-être on va commencer par les questions qui traitent de la crise. Si vous voulez bien, on va commencer par la crise pour arriver à parler des solutions. Et les solutions, les questions portent sur les solutions au niveau de l'individu, la transformation individuelle, et les solutions au niveau collectif, c'est-à-dire le gouvernement mondial, comment est-ce qu'il devrait être élu, comment est-ce qu'il pourrait être contrôlé, etc. Donc nous avons ces séries de questions. Donc par rapport à la crise, quelques amis posent la question de savoir, mais finalement, on a entendu tout à l'heure Dr Lasser qui citait, je crois, en parlant d'Edgar Morin et en parlant de Jacques Attali, pour dire qu'il n'y a peut-être pas vraiment de solution possible, à moins qu'une grave crise amène à une grande métamorphose. Jacques Attali dit que le gouvernement mondial ne pourra se mettre en place qu'à la suite d'une grave crise mondiale. Et Edgar Morin parle, soit c'est la décadence, soit c'est la métamorphose, et cette métamorphose viendra à l'issue de graves crises également. Donc il y a des questions sur de quelle nature voyez-vous que devrait être cette crise pour pouvoir engendrer la métamorphose ou les changements auxquels vous avez fait allusion, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Il me semble que le secteur dominant dans la société d'aujourd'hui est surtout le secteur économique. Et je crois que les solutions qui ont été adoptées au niveau national et international après la fameuse crise de subprime ou supreme, après les années 2007 et 2008, me semblent absolument insuffisantes. Et je crois que l'état de l'économie mondiale est beaucoup moins satisfaisant qu'on aurait pu le décrire. Autrement dit, c'était des solutions type symptomatique et non pas des solutions qui ont profondément changé les règles de jeu. Il n'y a aucun système de contrôle maintenant aux spéculations qui se font. Et vous savez très bien que je me rappelle d'un ouvrage d'un professeur d'université en 2005 qui avait prévu la crise financière des années 2007-2008 en montrant que l'importance des activités spéculatives est à peu près 100 fois l'importance des activités productives.
C'est-à-dire que réellement, cette crise des années 2007 et 2008 était tout à fait prévisible. Mais malgré toutes les promesses que les grands pays ont fait, rien n'a été fait effectivement. Les banques sont revenues à leurs habitudes et je crois que rien n'a changé. Je ne veux pas vous faire tort en vous disant que la crise qui viendra sera beaucoup plus grave parce que les solutions tout à fait superficielles qui ont été adoptées ne suffisent plus. Un changement dans beaucoup de choses, y compris les bases psychiques, les bases éthiques de l'économie sont indispensables, mais personne n'y pense. Donc, une première crainte, vous voyez, la question de chômage. De plus en plus, les gens n'ont aucune perspective après avoir terminé leurs études supérieures, leurs études secondaires. Ils n'ont aucune perspective. Et de plus en plus, je pense qu'il y a un mécontentement généralisé. Pensez à une personne qui a consacré 15 années, 17 années, 18 années de sa vie à des études et il sort et les débouchés sont de plus en plus, de moins en moins. Le taux de chômage en Espagne est atteint jusqu'à 30% de la population active. Combien encore les gens pourront supporter, accepter cette situation intolérable? Et les solutions envisagées dans différents pays, vous savez, ce sont des solutions absolument insuffisantes. Je pense du point de vue de n'importe quel économiste, on va de plus en plus vers l'utilisation de machines, le remplacement de main-d'œuvre humaine par la machine. Et il n'y a dans aucun pays, je crois qu'aux États-Unis, l'ordre d'importance de chômage doit être aux alentours de 10%, si je ne me trompe pas. La même chose, peut-être il y a 2-3 pays qui font exception, comme par exemple la Suisse. Nous avons un taux de chômage de 5, 6, 7%, quelque chose comme ça. Mais c'est une situation intolérable. Et à mon avis, c'est un aspect de la crise mondiale. Et deuxièmement, je prends la question de generation gap, comment on dit? Le fossé des générations. Fossé des générations. Vous savez, les problèmes d'éducation, au nom de la création de l'éducation civique, on a totalement oublié l'importance de l'éthique dans l'enseignement. Et au fond, il n'y a plus d'éducation. Il n'y a que l'instruction et l'enseignement. Totalement, on a négligé l'aspect éthique. Et si vous avez dans les programmes des écoles, c'est uniquement éducation civique. Et n'oublions pas, éducation civique, ça n'englobe pas la totalité du domaine des valeurs morales. Et le résultat, je crois qu'il n'est pas nécessaire de le dire, les problèmes de la jeunesse
pratiquement dans tous les pays du monde. Et en tant qu'ex-consultant auprès de l'UNESCO et du Bureau international de l'éducation, je voudrais vous révéler un secret. Avant d'être en contact permanent avec l'UNESCO, je croyais que à l'UNESCO, on trouve une pensée révolutionnaire concernant l'éducation, comment réconcilier l'enseignement de sciences, des connaissances, avec la formation de l'esprit, avec l'éducation éthique, avec l'éducation humaine. Et je pensais que certainement à l'UNESCO, on a pris cette chose très au sérieux. Et pour une conférence des ministres de l'Éducation, j'ai préparé la déclaration finale. Vous savez qu'avant les conférences, certainement vous savez que la déclaration finale est préparée. On propose évidemment, les représentants des États ont la liberté de modifier, de corriger, mais un travail est déjà préparé. Et par mon éducation et par ma conviction, j'ai pensé que les valeurs éthiques ont une importance capitale dans toute forme d'éducation. Et donc, j'ai mentionné l'importance de l'éducation aux valeurs. Évidemment, cette déclaration, avant d'être présentée au ministre, est allée au secteur de l'éducation de l'UNESCO. Et nous avons reçu un message dans lequel il était dit « L'éducation éthique, c'est la question, c'est l'affaire de la famille. Ou bien c'est l'affaire de l'Église. Et ce n'est pas le travail de l'École. » Entendre ça à l'UNESCO, c'est-à-dire l'organe le plus important en matière d'éducation, de sciences, de culture, etc., pour moi, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Je ne pouvais pas penser que même au niveau de l'UNESCO, l'importance, la priorité même de l'éducation sur l'enseignement est totalement oubliée. Qu'est-ce qu'on enseigne à l'Église? Les dogmes. Est-ce que ça remplace l'éducation spirituelle, l'éducation morale, l'éducation éthique? Non, absolument pas. La famille, l'état de la famille, je pense que dans bon nombre de familles, je ne dis pas la majorité, mais dans une proportion importante, les familles ont pratiquement abandonné leur tâche première qui est l'éducation. L'ordinateur, les jeux vidéo, la télévision remplacent les parents. Et on ne peut pas toujours reprocher aux parents parce que, vous savez, la vie d'aujourd'hui est telle que les parents ont très peu de temps pour s'occuper de leurs enfants. Et le résultat, c'est que les enfants sont totalement abandonnés. Qu'est-ce qu'enseignent les jeux vidéo? L'égoïsme, la brutalité, et vous savez, il y a un bonhomme qui doit éliminer tous les obstacles qui sont devant lui. On dit ça, c'est un jeu éducatif. C'est un vidéo éducatif. Mais le message, c'est que tu es le centre de l'univers. Et tous les autres sont des obstacles. Les autres êtres humains deviennent des obstacles. Et voilà. Pourquoi un bonhomme de 20 ans va dans une école américaine et sans avoir aucune rancune contre aucune personne, commence à tirer sur des gens. Et ça se répète, et ça se répète.
moi je ne comprends pas. Qu'est-ce que font les pédagogues, les éducateurs, enfin les gens qui sont responsables pour former la jeunesse de futur, avec un sens de responsabilité face à son prochain, etc. Donc, réellement, la question de la jeunesse et ce refus des parents d'assumer leur responsabilité éducative, et puis les écoles qui ont totalement négligé cet aspect en disant « Ah, ça c'est le travail de l'Église ». Ça, c'est une autre chose. Je me rappelle, envoyé par l'UNESCO dans un petit pays, enfin, je ne le nomme pas, dans l'océan Indien, pour proposer certaines réformes à leur système éducatif. Ça, j'ai fait aussi pour Oman, ça, j'ai fait aussi pour Koweït. Et premier jour, j'ai dit, j'aimerais voir, c'est un pays qui est à majorité catholique. 90% sont des catholiques. Et j'aimerais voir l'évêque, l'évêque de ce pays. Ils étaient étonnés qu'un expert de l'UNESCO voudrait rencontrer l'évêque, enfin le représentant le plus important de l'Église là-bas. Alors j'ai eu contact avec ce monsieur, il était étonné de voir qu'est-ce que je pourrais lui poser comme question. Je lui ai dit, vous savez, dans ce pays, il y a des problèmes, alors je lui ai cité un certain nombre de problèmes qui ont leur place et leur origine dans l'école. Et je lui ai dit, est-ce que vous ne croyez pas que l'Église doit assumer sa responsabilité dans l'éducation spirituelle et morale des individus? Mais à une seule condition, c'est d'oublier les étiquettes et laisser de côté les dogmes, mais enseigner la morale sans une arrière-pensée religieuse. Enfin, ça c'est le résumé. Il m'a dit, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais vous savez, il m'a confié en disant que vous savez, nous sommes dans une hiérarchie. Je ne peux rien faire, rien décider sans faire passer le message aux supérieurs, etc. Vous savez, j'étais vraiment déçu de voir, il était convaincu que vraiment nous devons mettre de l'accent, au lieu de dire n'importe quoi, parler de la politique, etc., nous devons essayer de rééduquer la jeunesse, sans aucun résultat. Ça, je voudrais dire que réellement, le problème, une crise qui se manifeste aujourd'hui. Maintenant, il y a des exemples. Nous lisons dans les journaux, nous voyons sur la télévision, mais nous ne savons pas la gravité. Vous savez, ce bonhomme qui a tué tant de personnes, il n'est pas seul. Il y a des dizaines, il y a des milliers qui sont là. Parce que la valeur de l'être, jamais ils n'ont pas enseigné, ils n'ont pas appris à l'école la valeur de l'être humain, la valeur de la vie. Quel est le sens de la vie? Pourquoi nous existons? Pourquoi? Quelle est la finalité de notre vie sur cette terre? Manger comme des animaux, dormir comme les animaux, se reproduire comme des animaux, et puis un jour, fini. Est-ce que nous croyons, vous savez, ce système, nous lisons qu'il y a des milliards de planètes, ou enfin, dans le monde, il y a des milliards de ceci, la distance entre nous et certaines de ces étoiles et des milliards d'années lunaires de lumière, nous voyons la grandeur du monde. Là, comment pourrait être le fait d'un hasard? Comment nous pouvons penser que vraiment, ça c'est juste le hasard qui a fait le monde? Même si c'est écrit par Jacques Monod ou des gens
de sa génération. Et qu'est-ce que nous faisons pour vraiment transformer l'homme en un être humain? Pratiquement rien. Et il a vu à la télévision, il a vu dans les films, que l'être humain, la vie humaine n'a aucun sens, n'a aucun respect, ne suscite aucun respect. Alors, le résultat, c'est ce qu'on voit. Et malheureusement, ce genre de choses se répète, commence à se répéter aussi en Europe. Vous savez, ce n'est pas un problème profondément américain. C'est un problème de la famille et il faut revoir le système éducatif, les programmes et programmes. Donc, excusez-moi, j'étais un peu long, mais tout simplement pour juste donner deux exemples. Exemple de la crise dans le monde économique, à mon avis, on a étouffé les symptômes de maladie, mais la maladie est là. C'est-à-dire, on n'a pas guéri les problèmes de, vous savez, un monde qui vit sur la spéculation. D'où vient la richesse de ces milliardaires? Est-ce que c'était par la production, à travers la production des biens, ou la production même de services? La majorité des richesses du monde viennent de spéculation, tout simplement. Et donc ce sont ces crises qui finalement, le chômage vous voyez la situation en Italie, en Espagne, au Portugal, c'est une situation, on change de gouvernement, peut-être pour 2 semaines, 3 semaines, les gens se calment un petit peu dans l'espoir que quelque chose change. Mais rien ne change, rien ne change. Avec le changement de personnes et même de partis, rien ne change parce que les problèmes sont beaucoup plus profonds, beaucoup plus enracinés dans la nature des relations, dans la nature des choses, pour les supprimer par des solutions de ce genre. Et je crois que c'est l'ensemble de ces crises qui, vous savez, les crises écologiques. Vous savez que jusqu'à tout récemment, les Américains disaient que absolument ça c'est une idée fausse et il n'y a pas de global warming, il y a réchauffement planétaire et tout ça, ce sont des histoires. Et ils ont commencé, vous savez, avec tous ces tourbillons, tous ces vous savez, tempêtes, tous ces problèmes, catastrophes qu'ils ont eues, ils ont réalisé que quelque chose a cloché dans le monde, quelque chose a changé, il faut prendre des mesures nécessaires. J'espère qu'avant que les crises s'aggravent, je ne veux pas partager le pessimisme de ces auteurs en disant que nécessairement on doit passer par une 3e guerre mondiale, on doit passer à travers des épreuves très difficiles sur le plan écologique et économique, sur le plan au fond, déclin moral dans le monde, mais je crois que chacun de ces crises est suffisant pour finalement un jour réveiller les consciences et montrer que, vous savez, les solutions superficielles ne sont pas suffisantes. Merci, Dr. Lasser. Merci. Alors, par votre réponse, vous avez répondu à plusieurs autres questions, notamment celle qui disait quelles sont les approches à mettre en œuvre dans les systèmes d'éducation, en particulier dans l'enseignement supérieur, pour propulser la métamorphose requise. Je crois que vous avez
aborder cela. Il y a une question qui me paraît intéressante à aborder maintenant, peut-être qu'on reviendra à d'autres, c'est concernant le gouvernement mondial. Vous avez évoqué la question du gouvernement mondial comme réponse à cette crise globale qui a été bien développée par Jacques Attali. La question ici est très précise. Comment un tel gouvernement pourrait être élu et contrôlé ? Je crois qu'un des acquis de ces dernières années, c'est de réaliser l'importance d'avoir pas seulement les représentants des pays, des États, mais également les représentants des peuples au niveau de décisions internationales. Je crois que ça, c'est une des réalisations qu'il ne suffit pas d'avoir les Nations Unies, dans le sens, il ne s'agit réellement pas des Nations Unies, il s'agit vraiment des États qui se rencontrent pour prendre des décisions en commun, mais je crois que les peuples doivent être également représentés au sein des instances internationales. Et dans les projets, certainement vous êtes informés que depuis pratiquement 1950 quelques, il y a eu des projets de réforme du système des Nations Unies, et dans beaucoup de ces projets, la représentation des peuples, en plus des États, est envisagée. Et je crois que ça, c'est une chose extrêmement importante. Donc, en réponse à cette question, comment le gouvernement mondial devrait être élu, je crois que ça, c'est un aspect. Et deuxième chose, je crois que le gouvernement mondial ne peut qu'être démocratique. Je crois que ça, c'est une idée qui a été développée également par Jacques Attali et Edgar Morin, et je crois qu'aussi que nécessairement, ça serait un gouvernement élu par les gens, élu par les États, mais qui travaille et qui fonctionne d'une manière démocratique. Et dès que nous disons démocratique, je crois que c'est compris que certaines règles comme la transparence et comme la possibilité de mettre en question les décisions de ces organes de manière démocratique, etc., se posent également. Donc, cet aspect démocratique est extrêmement important. Et s'il y a les représentants des peuples au sein des instances dirigeantes du monde, certainement la question de contrôle pourrait être envisagée. C'est-à-dire que, évidemment, les États aussi peuvent se contrôler, et dans les cas où il y a des déviations ou par rapport au droit international, l'État en question pourrait être interrogé, rappelé à son devoir, etc. Et dans les écrits Baha'i, comme dans les écrits de Jacques Attali, cette question d'appliquer des sanctions vient comme un des principes importants, c'est-à-dire il faut appliquer les sanctions aux États qui ne suivent pas les décisions des instances mondiales, si vous voulez. Et dans ses écrits, Baha'u'llah, s'adressant aux souverains de son époque, il insiste beaucoup sur cette idée de, je ne sais pas, le terme français, c'est peut-être responsabilité
collective face, comment dirais-je? La sécurité collective. Tara John, vous vous rappelez quelle est l'expression pour amniyat tazamuni, sécurité? Sécurité collective. Oui, c'est-à-dire que les décisions, si une décision est prise et un État se désobéit, alors tous les États ont le droit de mettre l'État réfractaire à sa place, c'est-à-dire adopter des sanctions contre lui. Bon, alors ça c'est donc une autre possibilité, mais je crois que une chose que Jacques Attali, je ne dis pas qu'il a oublié, mais n'a pas pris très au sérieux, c'est la question de l'éducation de citoyens, c'est-à-dire éducation des futurs citoyens du monde. Et ça, c'est une chose absolument importante. C'est-à-dire, bien avant la mise en place d'un système mondial, il faudrait préparer mentalement les gens à ce changement, à cette transformation majeure. Et ce n'est pas difficile. Je pense que l'expérience de l'Europe, vos enfants maintenant à l'école apprennent beaucoup plus que l'histoire de leur propre nation. Je crois que, en tout cas, j'ai vu des textes, des manuels qui mettent l'accent sur l'histoire de l'Europe. Donc, comme les enfants sont maintenant préparés pour se considérer comme partie de cette communauté européenne, on pourrait évidemment élargir ça et mettre davantage d'accent sur l'histoire du monde. Déjà, le projet a été fait par l'UNESCO il y a des années. Ils ont un petit peu éliminé l'importance des guerres entre les différentes nations. Ils ont insisté dans 5-6 volumes de l'histoire du monde sur les apports de chaque peuple à la civilisation mondiale. Donc je pense qu'on peut écrire ou réécrire l'histoire d'une autre façon au lieu d'attiser la haine ou les mauvais souvenirs, par exemple les guerres entre l'Allemagne et la France. Je pense qu'on peut très bien insister sur les apports ou les choses qu'ils ont fait en commun. Et aussi l'idée des projets en commun, et commencer avec un certain nombre de projets en commun, comme une des 10 lignes d'action que Attali propose. Je crois que c'est une excellente idée. C'est-à-dire, maintenant, nos jeunes peuvent très bien avoir leurs vacances ensemble de différentes nations, et vraiment, dans des préjugés nationaux de toute autre sorte pourraient être éliminés ou au moins combattus par une vie en commun dans une situation, dans un camp des jeunesses, etc., qui rapprocherait les futures générations. Et il me semble que la génération montante a beaucoup moins de jugés que les parents. C'est-à-dire, nous étions beaucoup... Enfin, c'est une impression, il n'y a pas une certitude, mais je crois que la jeunesse aujourd'hui s'ouvre à travers l'ordinateur, à travers Internet, à travers la technologie moderne, à l'humanité et au monde entier. Donc, il faut un peu renforcer ça par une éducation, par un enseignement approprié. Et on ne peut pas vraiment commencer une éducation, un gouvernement mondial sans avoir déjà préparé les citoyens du monde. Ça, c'est une nécessité. Et aujourd'hui, je parlais avec un architecte des universités ici présent, et il a construit
des universités. Entre autres, il m'a raconté l'histoire d'une des universités qu'il a construite au Pakistan. Et celui qui a commandé ce projet, c'était un sage, c'était un personnage très intéressant. Il a dit, avant de commencer l'école de médecine, nous devons d'abord former les infirmières. Et une fois que les infirmières sont formées, ensuite nous allons établir une école de médecine. Et en troisième lieu, nous allons construire un hôpital. Je crois que c'est très important de préparer la jeunesse pour ce monde. Malheureusement, pour différentes raisons, même après la fin de la guerre froide, même après les promesses de millénaires, enfin que les chefs d'État en l'an 2000 ont établi des projets en faveur de l'humanité entière. Malgré ceci, de nouveau, pour différentes raisons, les préjugés d'ordre nationaux, ethniques, raciaux, etc., surgissent. Et je crois que c'est très important de commencer le travail par l'éducation des citoyens. Merci beaucoup. Merci infiniment, Dr. Lasser. On sent vraiment que votre expérience au Bureau international de l'éducation et à l'UNESCO ont marqué votre vie, parce qu'on voit que pour toutes sortes de sujets qui sont abordés, à quel point vous mettez l'accent central sur l'éducation. Et je partage pleinement votre approche, et je crois que nous sommes nombreux à penser que finalement il faut revenir là pour aussi bien former le citoyen mondial ou éduquer à éradiquer les préjugés ou éradiquer les inégalités. C'est dans les esprits que ça commence, et c'était d'ailleurs, me semble-t-il, l'adage de l'UNESCO: les guerres naissent dans les esprits des hommes, la paix doit se construire dans l'esprit des hommes aussi, et c'est donc par l'éducation. Alors, juste pour terminer, et parce que ça a aussi une relation avec l'éducation, nous avons une question qui est d'un autre ordre, qui ne parle pas justement de cet aspect collectif des choses et du gouvernement mondial ou des transformations collectives, mais qui parle de l'individu lui-même. Et la question, c'est comment la foi bahaï voit la transformation intérieure pour la métamorphose des gens. Si vous voulez bien, on arrêtera, on clôturera la soirée avec cette question. Je voudrais tout simplement, en ce qui concerne l'éducation et la préparation du niveau des citoyens du monde, me référer à un ouvrage, humble ouvrage que j'ai fait pour l'UNESCO, pour le Bureau international de l'éducation, l'éducation et la culture de paix. Ça a été publié il y a quelques années, uniquement en français malheureusement, ils n'avaient pas de budget pour traduire, mais les autres ouvrages que j'ai faits pour l'UNESCO sont dans les deux langues. Mais ceci, j'ai essayé, en parcourant pratiquement toute la littérature existante au sujet de l'éducation pour la paix, de voir quelles sont les méthodes, les approches, les techniques, etc. Donc c'est un ouvrage, heureusement maintenant, toutes ces choses-là se trouvent sur l'Internet, donc vous n'avez pas à payer quoi que ce soit. Vous pouvez tout simplement chercher Lasser, éducation et la culture de la paix. La culture de la paix et l'éducation, l'un ou l'autre vient avant. Et ça a été publié il y a quelques années, et je crois que ça donne quand même les différentes possibilités de former les futurs citoyens du monde. En ce qui concerne la foi bahaï, je crois que ici je voudrais revenir à ce que Hans Kung a fait. Je pense que cet homme, ce théologien,
a rendu un service énorme à l'humanité après le deuxième parlement des religions. Il a publié un ouvrage, L'éthique planétaire. Et au fond, il a montré, c'est un érudit en matière de religion, je pense qu'il est un des rares dans le monde d'aujourd'hui. Il a montré que vraiment sur certains principes, comme par exemple la modération, l'amour du prochain, le service, etc., toutes les civilisations, toutes les religions s'accordent. Donc il n'y a pas une différence de vue entre les différentes religions. Et je pense que dans la foi bahaï, on est très conscient que sur ce point, il n'y a pas une différence énorme. C'est vrai que certaines religions mettent davantage d'accent sur certains nombres de valeurs, mais les autres valeurs ne sont pas absentes. C'est seulement une question d'accentuation. Si dans la religion chrétienne, c'est la compassion, c'est l'amour du prochain, c'est le pardon qui ont une importance particulière, cela ne veut pas dire que la justice et l'égalité et le respect des autres, etc., sont oubliés. C'est seulement une question d'accentuation, évidemment, eu égard aux conditions du temps. Le prophète, le messager, la manifestation divine, comme les Bahaïs les appellent, la révélation, a insisté sur certaines choses qui avaient une relevance, comme on dit, avec s'appliquait particulièrement à certaines situations. Dans la foi bahaï, c'est l'amour de l'humanité entière, c'est le sens de service à l'humanité, à tel point que Baha'u'llah dit l'homme, c'est une définition tout à fait nouvelle, l'homme est celui qui se consacre au bien et au service de l'humanité tout entière. Je crois que ça c'est, même dans la définition de l'homme, il y a cette idée d'amour, et pas seulement amour, mais aussi service à l'humanité. Et donc, cette idée que toutes les religions sont de même source, c'est une idée que les Bahaïs enseignent déjà aux enfants. C'est-à-dire, sachez bien que les enfants qui vont dans les classes Bahaïs, disons classes de dimanche comme partout, première chose qu'ils apprennent, c'est que toutes les religions viennent de même source. C'est-à-dire, mais évidemment, en accord avec les besoins et les exigences de chaque époque. Donc, cette idée vraiment qui va contre les préjugés religieux de toutes sortes, contre le fanatisme, etc., c'est très important. Et la foi bahaï, au fond, répète et renouvelle ces grandes valeurs que, par exemple, Frédéric Lenoir rappelle, la vérité, la justice, l'amour, la beauté, etc. Ce sont les mêmes valeurs qui ont été enseignées par toutes les religions du passé. Il y a deux ouvrages importants, dont un est devenu best-seller, qui, aux États-Unis d'Amérique, publié il y a 2 ans, précisément pour montrer que toutes les religions disent la même chose. Sur le plan pas de charia ou des lois, mais sur le plan des principes moraux. Ce sont, au fond, et dans la foi bahaï, évidemment, on insiste, comme je viens de dire, beaucoup sur l'unité organique de toute l'humanité. C'est-à-dire la différence de race, la différence de, etc., couleur, de langue, de culture, etc., n'ont aucune importance
il faut regarder tout le monde comme vraiment un reflet du divin. Il faut retrouver le reflet du divin dans chaque être humain et dans la nature aussi. Donc, totalement nos relations avec notre prochain et avec le monde qui nous entoure est transformé par ce genre d'enseignement. Au fond, la foi bahaï, c'est un rappel de ces grandes valeurs religieuses qui sont importantes, parce que tout ce qui a été dit sur le qualitatif, contre et quantitatif, etc., finalement reviennent à une éducation dans laquelle la beauté, la vérité, l'amour ont beaucoup plus d'importance que les intérêts matériels et ainsi de suite. Donc, au fond, c'est la même. Mais l'éducation religieuse et l'éducation spirituelle et l'éducation morale devraient être débarrassées de toute forme de fanatisme et de toute forme de l'idée de monopole de vérité. Autrement dit, c'est l'héritage commun de toutes les religions, c'est l'héritage commun de l'humanité, et on peut éduquer les enfants dans cet esprit que c'est l'enseignement de Dieu depuis l'éternité jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à toujours. Et dans ce sens, je pense que l'idée que j'ai partagée à cet évêque d'un pays de la région de l'océan Indien, c'est vraiment d'oublier l'aspect dogmatique, les idées comme par exemple le péché originel. Comme base de l'éducation morale, je crois que ça c'est totalement à être abandonné. Et il faudrait insister sur la dignité intrinsèque de l'être humain. C'est-à-dire l'homme a été créé, et dans les écrits de Baha'u'llah, je t'ai créé, on entend la parole divine qui dit, je t'ai créé noble. C'est-à-dire la noblesse de l'être humain, la noblesse intrinsèque de l'être humain. Et donc c'est un autre regard, mais ça se retrouve si on approfondit le message des messagers du passé. Je pense qu'on arrive à cette même conclusion. Commencer l'éducation religieuse et spirituelle sans inciter aux préjugés religieux, sans susciter le fanatisme, en s'appuyant que c'est l'héritage de toutes les religions, ce n'est pas le monopole d'aucune religion, et valoriser vraiment et mettre l'être humain au centre de toutes les préoccupations. J'ai vécu une partie de ma vie dans la planification économique, mais dans l'économie, l'être humain n'est pas du tout le pivot et le centre et l'objectif. Et une éducation, une économie qui ne considère pas l'être humain comme le centre, c'est-à-dire ce n'est pas l'être humain qui doit être au service de l'économie, c'est l'économie qui doit être au service de l'homme. Et alors si on change cette perspective, je pense énormément de choses vont changer dans le sens de justice sociale et ainsi de suite. Donc voilà, une éducation morale non fanatisée qui commence assez tôt et à une orientation pratique, c'est-à-dire que il y a peu d'écoles maintenant dans le monde, il existe des écoles dans lesquelles le comportement de l'enfant est valorisé, de l'élève est valorisé. Et
évidemment, c'est important de donner des notes à une bonne mémoire, celui qui récite ses leçons comme il faut, mais aussi important est de valoriser le comportement de l'enfant, l'attitude de l'enfant. Et les écoles qui appliquent ça, les écoles Baha'i, nous avons eu un certain nombre d'expériences dans ce domaine en Iran, une 60aine d'écoles, et d'ailleurs il y a un ouvrage, Forgotten Schools, sur les écoles Baha'i en Iran, qui ont été évidemment fermées lors de l'État, parce que c'était une minorité non reconnue, mais dans l'enseignement, vraiment, la place de l'évaluation de l'enfant, de l'élève à la base de son comportement à l'école avait une importance particulière. C'est-à-dire, tout petit que j'étais, je me rappelle combien j'étais fier à la fin de semaine, si je me comportais bien, de recevoir 10 bravos. Et on réunissait ça, et lorsqu'on avait 1000 bravos, il y avait l'entraide entre les élèves. Si par exemple j'essayais de porter secours à celui qui était moins avancé dans l'école, je recevais par exemple 100 bravos. Et malheureusement, je n'ai pas les preuves ici pour vous montrer que j'ai mérité quand même, tout petit que j'étais, certaines éloges parce que je pensais aux autres avant moi. Merci beaucoup.